Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver dans la surface de vérité. Et dans le fauteuil blanc, ce soir, je reçois pour vous un homme aux riches carrières. Il est le deuxième vice-président du MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, MPP, parti au pouvoir. Il est conseiller spécial du président du Faso, chargé de l'énergie, des mines et des carrières. Et c'est bien sûr Issa Dominique Konaté qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, M. Guébré. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. 11 ans d'expérience de top manager au sein du groupe pétrolier Shell, patron Shell Sénégal, Gambie, Mali, Burkina. C'est assez riche comme carrière. Économiste, vous avez été justement directeur régional Afrique de l'Ouest chez l'ingénieur conseil AECOM, c'est bien ça? Oui. Responsable aussi donc de la gestion, comme tu l'as dit, de la réputation des partenariats stratégiques pour les activités de distribution du groupe Shell Afrique. Les Burkinabés se plaignent parfois du positionnement sur le marché international de nos ressources humaines. Avec vous, comment les choses se sont passées? Je pense qu'effectivement, une des richesses de notre pays, c'est son potentiel humain. Et naturellement, c'est tout à fait normal que les Burkinabés aspirent à ce que plus de leurs concitoyens occupent des positions, que ce soit dans le privé international ou dans les organisations publiques internationales. C'est une aspiration tout à fait légitime. Je crois qu'il y a très peu de visibilité des quelques Burkinabés qui sont dans des positions éminentes à l'échelle mondiale, que ce soit dans le privé ou dans le public, parce que peut-être nous n'avons pas suffisamment fait la promotion de nos cadres en tant que politique publique depuis les indépendances jusqu'à maintenant, à l'instar d'autres pays qui ont bâti beaucoup sur ça. Mais je crois, de par mon petit parcours à travers le monde, que ce soit dans le privé ou dans le public et dans l'international, j'ai pu rencontrer chaque fois des compatriotes éminents, brillants et dont on n'a pas à rougir. Je pense que hier j'ai écouté les informations, je cite tout de suite Zerbo qui est à Genève, dans le domaine des mines. Tous les grands groupes miniers que je connais, parmi les vice-présidents, vous trouvez des ingénieurs burkinabés. Mais comme de par leur profil, c'est généralement des gens de terrain, ils ne sont pas prompts à s'exposer. Mais dans les universités, dans les centres de recherche, déjà quand j'étais en Afrique du Sud, je partais au Botswana et je trouvais des mathématiciens formidables quelque part au Botswana ou dans d'autres pays quand je passais, et des Burkinabés. Et comme il y a ce sentiment de fierté d'être Burkinabé, j'ai connu un de mes amis, copain d'études, qui est l'un des plus éminents spécialistes en fertilisation des sols d'Afrique, qui a écrit beaucoup de bouquins qui sont des références. Il a vécu au Ghana à côté ici, et que beaucoup de Burkinabés ne connaissent pas, mais qui est des réaux, et ainsi de suite. Ça, c'est de l'expertise qui peut servir au pays. Mais certainement, absolument. Et c'est pour ça que je pense que depuis la création du ministère plein des Burkinabés de l'étranger, il y a un effort particulier qui est fait pour recenser le potentiel humain burkinabé à travers la diaspora et à travers le monde, et voir comment tout ça peut être mis à contribution. Ce qui est important, en tout cas jusqu'à une certaine génération dont la mienne, il y a un attachement très fort des Burkinabés, quels que soient les endroits où ils se retrouvent dans le monde, à leur sol natal. Et ça, c'est un des atouts dans le monde actuel que nous devons absolument capitaliser. Vous pensez que l'État fait assez, justement, dans ce sens? La promotion de l'expertise? On ne fait jamais assez. Tant qu'on n'a pas atteint l'optimum, je suis un économiste, et il y a toujours des marges d'amélioration. Et moi, j'estime qu'un des atouts de ce pays-là, c'est son capital humain, son potentiel. Parce que là, je dis, parce que c'est aussi parfois une diaspora, effectivement, qui a l'expertise, mais qui vit une certaine frustration, l'impression que le pays n'est pas conscient de son rôle. Je comprends. Et moi-même, je dois dire, pour être sincère, j'ai des enfants ou des relations, des neveux et autres, qui se retrouvent à développer leur expertise à l'extérieur. Je sens leur attachement à leur mère patrie et au continent africain. Ils ont tous envie de revenir apporter quelque chose. Bon, qu'ils soient frustrés de ne pas avoir les conditions d'accueil idéales.
Il faut les créer, justement. Il faut les créer, il faut les encadrer, il faut organiser. Je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire petit à petit dans ce sens. C'est vrai que ça ne va pas aussi vite qu'on l'aurait souhaité. Mais avez-vous aidé des Burkinabés dans ce sens? Moi, je pense que... Quand vous étiez à l'international? Je vous lève un coin de voile. Quand moi, je suis arrivé dans le groupe Shell, j'avais déjà eu des fonctions à part ailleurs, que ce soit politique ou publique, et revenir à mes amours de management dans le secteur. Une des missions que j'avais dans mon GP, c'est-à-dire mes objectifs quand j'ai rejoint et j'ai été recruté par le groupe Shell, c'était d'aider à ce que 90% du management des compagnies Shell dans l'Afrique deviennent des Africains. Et je fais partie de ceux qui ont développé avec d'autres des initiatives, des bourses de recrutement pour aller rechercher l'expertise afin de relever tous les expatriés qu'il y avait. Je crois que j'étais peut-être le premier expatrié africain à diriger Shell Sénégal. Avant, c'était soit des Français, c'était soit des Hollandais, soit des Anglais, et ainsi de suite. Et je crois que dans les 10 ans que j'ai passé au groupe Shell, je crois que j'ai contribué à attirer un certain nombre de talents africains qu'on a pu promouvoir à des postes de direction. Vous gagnez bien votre vie déjà. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher en politique finalement? C'est toujours la question. Est-ce que la politique est faite pour des gens qui ne peuvent pas faire autre chose? Je vous retourne la question. Moi, je pense, au sens noble du terme, la politique, c'est l'art de gérer les affaires de la cité et du pays. Et toute personne qui a un engagement social doit se sentir concernée par la chose publique. Moi, je fais partie de cette génération qui a été éduquée en termes de formation politique, syndicale et sous un slogan que je retiens toujours. Former des cadres techniquement compétents et politiquement conscients. Parce que l'Afrique a besoin, le Burkina a besoin, et chaque pays a besoin de pouvoir avoir des leaders qui s'engagent pour la chose commune, pour le bien-être commun. Moi, c'est un engagement personnel qui date de mon engagement social depuis mon jeune âge. J'ai toujours été dans les mouvements associatifs. C'est une suite logique, justement. La première association des élèves de mon village, c'est moi qui l'ai créée. Au lycée, j'étais toujours avec les mouvements associatifs. Dans mes études supérieures, j'ai été l'un des présidents de l'association des étudiants voltaïques au Canada à l'époque, du mouvement des étudiants africains à Montréal, et ainsi de suite, sous l'angle de former les consciences pour mieux servir le continent africain, notre patrie. On doit bien ça. Moi, rien ne me prédestinait en tant qu'enfant né dans un village du fin fond du Kénédougou, à 500 km d'ici, à me retrouver à faire des études supérieures au Canada. Je veux dire, je dois beaucoup à ce milieu social qui m'a créé, qui m'a développé. Et quel que soit... Et ça, vous pouvez le faire en dehors de la politique, non? Mais la politique, mais je vous dis pourquoi pas la politique. Ça dépend de ce que vous entendez par l'engagement politique. Je suppose que l'idéal politique, tel que vous l'aviez à l'époque, et tel que ça se fait dans la pratique aujourd'hui, et d'avoir un hiatus, et c'est cela qui fait aujourd'hui aussi l'image qu'on a des acteurs politiques. Et j'imagine que pour quelqu'un qui, normalement, a réussi sa vie, on se dit, est-ce que c'est le lieu où je devrais être finalement? Bon, je vous comprends. Et c'est ça qui est déplorable. J'estime qu'aujourd'hui, l'image qui est donnée aux hommes politiques, parce que je fais une distinction entre un homme politique et un politicien au sens, j'allais dire, vulgaire du terme ou populaire du terme où on l'emploie. Où l'imagerie populaire veut dire homme politique, c'est homme qui raconte des mensonges, c'est un qui fait ceci. Cette image négative qui fait que dans tous les cas, je veux dire, tous les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. Chaque société finit par avoir les dirigeants qui s'est forgé, dont il a favorisé l'émancipation. C'est certain que l'avènement, je veux dire, et
il y a certainement beaucoup à faire pour améliorer l'image des hommes engagés politiquement. Même pour moi, la définition est tout à fait simple, ramenée à mon propre niveau. Il y a un certain nombre de valeurs auxquelles il faut croire. Et ces valeurs-là, vous les trouvez dans l'engagement aussi bien religieux, politique que social, et même dans le leadership tout simplement, la gestion d'un certain nombre d'entreprises. Parce que pour être un leader, il faut avoir un idéal à défendre. Pour être porteur de certaines valeurs intrinsèques, il faut pouvoir engager des gens. Mais généralement, ça ne va pas toujours avec l'image, j'allais dire, du quotidien où on pense que l'homme politique, c'est celui qui vient tout simplement pour se servir. On peut venir pour servir. C'est peut-être vos actes qui engendrent aussi cette... Mais les actes de la classe politique, d'une manière générale, oui, je reconnais qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais je suis un optimiste de naissance. Et parce que je suis de ceux qui croient que le secret de la longévité, c'est l'optimisme et la bonne humeur. Parce que là, on croyait à ce changement générationnel qui allait permettre de faire la politique autrement, mais apparemment, vous avez inculqué les mauvaises valeurs aux plus jeunes qui viennent en politique, finalement. Il y a des responsabilités individuelles, il y a des responsabilités collectives. Et quand vous êtes un homme public, vous êtes obligé de les assumer. C'est-à-dire que le droit d'inventaire, ou le droit d'inventaire, quand on commence à dire « moi, je ne suis pas comme ça », dans la mesure où vous êtes toujours présent sur la scène, vous êtes obligé d'assumer l'ensemble. Et de ce point de vue, je pense que ce changement générationnel, il faudrait reposer la question, à mon sens, de manière beaucoup plus approfondie. Est-ce que c'est certain que les anciennes générations étaient porteuses de moins bonnes valeurs que la nouvelle génération? C'est une question. Je suis un père de famille, j'éduque des gens. J'ai été depuis la fin de mes études. Ça fait maintenant, j'ai commencé à travailler le 3 mai 77. Et aussitôt, j'ai toujours donné des cours également en vacataire parce que j'aime bien communiquer avec la jeunesse. Et je me rends compte que collectivement, la société doit faire davantage d'efforts pour la transmission des bonnes valeurs. Parce que je suis un économiste et il y a un dicton qui dit que la mauvaise monnaie a tendance à chasser la bonne sur le marché. Et c'est rare. Il faut trouver la formule pour redorer l'image de la classe politique. Parce que c'est toute l'inquiétude aujourd'hui quand vous voyez tout ce qui se fait sur la scène politique. Alors, vous conseillez le président du Faso. Les Burkinabés se demandent souvent que font les conseillers du président. Conseille-t-il vraiment le chef de l'État ou est-ce que c'est un homme qui écoute finalement? Le président que j'ai l'honneur et le privilège d'accompagner en tant que conseiller, son conseiller, je crois qu'il a toute l'écoute chaque fois que j'ai l'opportunité de m'entretenir avec lui sur un certain nombre de questions. C'est peut-être qu'il est conseillé mal alors? Parce que l'impression que moi j'ai entendu. Vous entendez souvent ça justement. J'entends ça et puis même en termes beaucoup plus. Quand on dit que c'est le tourage qui est mauvais. L'entourage. Non, on dit le tourage. C'est l'expression comme ça. Quand le président est bon, mais c'est le tourage là qui est mauvais. Bon, ça c'est la perception. Pour les gens, leur réalité, c'est leur perception. Ça fait partie des principes de base si on veut résoudre un problème. Pourquoi les gens ont cette perception? C'est ça la question de fond. Pourquoi les gens pensent que c'est l'entourage qui ne conseille pas ou bien c'est le président qui n'écoute pas? Mais parce que tout simplement, les gens ont des aspirations qui ne sont pas encore satisfaites. Ça, c'est mon explication à moi. Et pourquoi ces aspirations ne sont pas encore satisfaites? Ça peut s'expliquer de plusieurs manières. Et moi, je pense qu'on ne va pas s'étendre là-dessus. Qu'est-ce qu'un conseiller fait? C'est la question que vous m'avez posée au départ. Mais, par définition, un conseiller, il donne des avis en fonction de son domaine de technicité. On lui soumet un certain nombre de dossiers. Il étudie.
qui sont généralement mieux approfondis au niveau des départements techniques ministériels, mais vous comprenez que vous avez beau être un surhomme, un chef de l'État ne peut pas tout seul digérer toute la masse de dossiers et autres qui arrivent. Donc le rôle des conseillers... L'opinion, justement, voit des choses, il s'est dit finalement, ces postes de conseillers, ça sert à quoi? Si ce n'est que c'est budgétivore, mais on ne voit pas l'apport des conseillers, justement, dans les prises de décision du président. Je crois que cette perception-là n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Je vois des gens, parce qu'il y a un certain nombre de collaborateurs là-bas, qui s'adonnent énormément à leurs tâches. On ne peut pas dire que tout est parfait. Rien n'est jamais parfait dans ce monde. Quand vous voyez finalement des conseillers qui finissent par sortir sur les réseaux sociaux pour s'exprimer, on se dit, mais est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas la possibilité de le faire directement auprès du président? Ça n'engage que ses conseillers. Est-ce que vous m'avez déjà vu m'exprimer sur les réseaux sociaux? J'estime que c'est une relation de confiance entre le président du FASO qui m'a appelé à être son conseiller et moi. Et si j'ai quelque chose à lui dire ou j'ai des suggestions à faire, je le fais dans le canal approprié à mon chef d'État. Et le rôle, là, ce qui est intéressant dans la fonction de conseiller, comme j'aime bien plaisanter, c'est que quand vous avez de bonnes idées, une fois que le chef les a adoptées, ça devient les idées du chef. Si vous proposez des mauvaises choses, hein, là, ça reste la vôtre. Parce que le chef ne les acceptera pas. Et ainsi de suite. Donc, je veux dire qu'il est absolument important qu'il y ait cette relation directe. Et chacun, je veux dire, les personnalités des gens peuvent diverger. Je ne veux pas porter de jugement sur qui que ce soit, parce que le respect mutuel commence par là. Mais je dis ce que ma manière de concevoir cette relation. Et puis, bon, mais je pense que chacun a sa personnalité. Vous conseillez le chef de l'État sur les questions d'énergie, de mines et de carrière. Les Burkinabés attendent mieux de ce secteur quand même, le secteur minier. Encore une fois, et je les comprends. Vous savez, quand j'ai commencé mon travail en 1977, j'étais jeune cadre, au moins de 25 ans pratiquement, au ministère du Commerce, de l'Industrie et des Mines. Et il y a des éminents burkinabés. Les pères de la géologie burkinabé. Je pense au Gansoré Emile, je pense à Traoré Pierre Adama qui est décédé il n'y a pas longtemps. Et il y en reste encore quelques-uns qui sont vivants. Et il me disait toujours, moi je suis économiste, hein, et je suis spécialisé en management, eux c'était le même grand cadre. Il dit, mais l'avenir du Burkina, c'est dans les mines. Et cette phrase-là me revenait comme ça. Et aujourd'hui, la réalité économique est que, en termes des secteurs qui contribuent à l'économie, d'une manière générale, en dehors de l'agriculture, mais c'est le secteur minier. C'est le premier. Les recettes fiscales, les recettes d'exportation. Ils sont loin devant le coton. Non, moi je reviens à votre question. On peut avoir mieux. On peut avoir mieux. Parce qu'on pense encore qu'il y a trop d'avantages accordés aux sociétés minières, par exemple. C'est le problème de la poule et de l'œuf. Hein? Bien sûr, vous pouvez manger la poule une fois et puis vous n'avez plus d'œufs. Voilà. Ou vous voulez garder la poule et puis elle continue à pondre des œufs. Et je crois que schématiquement, c'est un peu ça. Et c'est notre devoir. J'ai une petite connaissance de ces secteurs-là. Le Burkina, de par un certain nombre de travaux préliminaires qui ont été initiés avec consistance par le Bureau de la géologie et des mines, qui fait, je vous disais tout à l'heure, je rencontre dans la plus grande des grandes multinationales minières des cadres burkinabés qui sont très bien placés. C'est tous des gens, des pépinières qui ont été formés au niveau du Bureau de la géologie et des mines, ici. Mais à l'époque, la mise en évidence et les conditions pour un investissement, parce que c'est des conditions d'exploitation des mines industrielles, c'est intensément capitalistique. Ça demande énormément de capitaux financiers. On parle là en centaines de milliards pour pouvoir valoriser ça, pour les mines industrielles. Donc, il a fallu un certain temps pour que les conditions soient réunies, pour qu'on ait
Soit à l'exploitation, on est à 12 mines industrielles. Bon, il y a quelques difficultés liées à la sécurité. Le potentiel d'exploration qu'il y avait encore dans ce pays-là, qu'il y a encore dans ce pays, montre qu'on va aller très loin. Je ne suis pas un spécialiste, mais quand on regarde les formations géologiques, comme on dit qu'on a un bassin birmien ici, là. Et le Burkina a un pourcentage qui est beaucoup plus important que celui des autres pays voisins, aussi important que celui du Ghana. Donc ça veut dire que les Burkinabés ont raison d'attendre beaucoup plus. Maintenant, il y a pas mal de débats et parfois liés à un problème d'information. Je dis, une fois qu'on a des attentes très grandes, qu'on a une certaine impatience légitime d'avoir toutes les retombées nécessaires, ça laisse le champ libre à tous les marchands d'illusions qui peuvent venir et de façon démagogique faire croire que non, il n'y a qu'à. Il y a par exemple le Fonds minier de développement local qui est là, qui devrait permettre à ces communes-là d'avoir assez de ressources. Mais actuellement, c'est assez lourd quand même. Dans les conditions actuelles du Covid-19, avec toutes les mesures qu'on a dû prendre pour renoncer à un certain nombre de recettes fiscales tout de suite, où est-ce que vous pensez que les mines vont avoir leur principale source de revenus? C'est justement la mise en œuvre de ce fonds minier de développement local, qui va, et je n'ai pas les chiffres en tête ici, mais les premières tranches de répartition ont déjà eu lieu. Il y a d'autres répartitions qui sont en train de faire. Et ce pouvoir très responsable, on a hérité de problèmes avec le secteur minier. Quand Rochma Christian Kaboré est arrivé, le MPP est arrivé au pouvoir, on a trouvé plein de dossiers en contentieux. Le plus célèbre, c'est Tambao, n'est-ce pas? Et avec Franck Timis et autres, Pan-African Mineral. Mais combien de milliards, parfois, ont été condamnés dans les tribunaux internationaux? La transition a adopté le nouveau code minier, qui est une avancée significative. Mais on a dit, pour la création du Fonds minier de développement local, que c'était une contribution, pas une taxe. C'est une contribution. Contribution. Ça pose... Alors, parce que dans la sécurité juridique qu'il faut réunir pour attirer des grands investissements internationaux, les contrats que vous avez signés, il faut les respecter. Et les conventions minières qui avaient été signées pour les mines en activité, avant l'adoption de ce nouveau code, ils ont dit, si vous nous imposez ça, c'est comme si c'était une révision du contrat, c'est-à-dire une violation de la règle de la stabilité fiscale, qui était une des conditions, parce qu'il faut savoir dans quelles conditions tu t'engages. On ne change pas les règles du jeu au cours du jeu. Voilà un peu ce à quoi le pouvoir du MPP s'est trouvé confronté. On a reçu un code qui était voté avec une contribution en disant qu'elle s'applique à tout le monde. Mais dans la pratique, on s'est rendu compte qu'il y avait un champ de contestation juridique. On dit, bon, on engage, vous êtes des entreprises qui exploitaient des ressources que le peuple burkinabé, qui appartiennent au peuple burkinabé, et qui attend beaucoup de ce secteur-là. Vous déclarez tout dans vos politiques que vous avez un engagement en termes de responsabilité sociale. L'esprit du législateur de la transition, c'était de codifier cet engagement en responsabilité sociale. Donc nous vous demandons de venir sur la table de négociation et de vous soumettre volontairement à ça. Et c'est ce que le gouvernement a fait pour arriver à avoir des accords volontaires pour que tout le monde rentre à quelques exceptions près dans ce moule-là, plutôt que de nous perdre notre temps dans des conflits juridiques à l'international, chambre d'arbitrage et ainsi de suite. Je crois que parfois, il vaut mieux décaler un peu dans le temps, ça c'est une conviction personnelle, afin d'assurer... Un bon arrangement. Ce n'est pas un bon arrangement, c'est une question tout simplement, je suis un manager, je m'excuse, et j'ai quelques années dedans où je me permets de le dire. Voilà, entre avoir 0 franc de recettes, parce qu'on est en contentieux, ou prendre une année pour négocier avec les gens pour qu'ils finissent par vous payer ces montants-là. Moi, en manager, je suggère cette option. Et c'est l'option que le président a choisie. Et aujourd'hui,
toutes les mines et toutes les communes savent qu'est-ce qu'elles peuvent attendre. Mieux, dans beaucoup de pays, le Fonds minier de développement local, on dit on va mettre ça pour les mines et les communes qui sont directement impactées. Mais je veux dire, à Falaguntou, bien, je ne sais pas, à Isakan ou à Houndé, je ne sais pas, il y a 2000 ans, quand les formations d'or étaient en train de se faire, quelles étaient les populations qui étaient là-bas? Dans un souci d'équité, moi, l'idéal de justice sociale, ça fait partie de mes convictions. Pourquoi c'est retombé là? Parce que moi, je suis né sur un sol où il y a mes parents occupaient un sol où il y a les mines. Je devrais avoir plus que celui qui est un Burkinabé qui est à d'autres endroits. Voilà un peu ces genres de problématiques. Le fonds a prévu, justement, cette solidarité avec les communes. Voilà, 50% pour les communes et les régions impactées, et l'autre 50% est réparti entre toutes les communes du Burkina Faso. Et ça, c'est une vision social-démocrate. Je crois que c'est très important. Sur l'affaire Charbon-Fin, le président est-il bien au courant de la réalité? Que lui avez-vous conseillé face aux critiques là? Face aux critiques. Charbon-Fin. Moi, vous êtes des médias. Face aux critiques, là, quelle réaction? Quand il y a des critiques, je pense qu'il y a une procédure qui est là. C'est très clair, le président. Un de ses points d'attachement, c'est de s'assurer que l'ordre institutionnel fonctionne. Et que les voies de recours, chaque fois qu'un citoyen ou qu'on pense qu'il y a une situation qui nécessite clarification, qu'on utilise les voies institutionnelles pour pouvoir le résoudre. Aujourd'hui, il y a une procédure judiciaire. Parce qu'à l'époque, on a voulu que le ministre soit déchargé de ses responsabilités pour qu'on puisse voir clair dans l'affaire. Je veux dire, est-ce que le fait que le ministre soit là-bas empêche de voir clair? Est-ce qu'il y a eu une obstruction? Qu'on m'amène la preuve. Moi, je ne voudrais pas me laisser entraîner sur ce terrain-là, mais je veux dire, tout le monde, et je crois que en tant que conseiller du chef de l'État, ce que je peux assurer, c'est qu'il n'a rien entrepris qui puisse faire entrave à ce que le peuple soit éclairé. Mais par contre, les procès d'intention ou, je veux dire, les accusations sans preuve, ça, je veux dire, la présomption d'innocence fait partie des principes fondamentaux. Moi, je ne voudrais pas trop m'étendre sur ce sujet-là, mais je vous dis que c'est un dossier. Je pense que dès qu'il est judiciaire, on laisse les procédures judiciaires suivre leur cours. Mais en tant que technicien, en tant que quelqu'un qui connaît un peu l'industrie, je peux avoir mes opinions. Mon opinion, bon. Et justement, en tant que quelqu'un qui connaît le secteur, est-ce qu'il ne sera pas mieux, justement, en tirant leçon de cette affaire, d'avoir peut-être pour le pays son propre moyen de traitement du charbon-fin, par exemple? La question, je reviens encore. Pourquoi jusque-là, on n'arrive pas à traiter ça? Pourquoi? Parce que le charbon-fin, techniquement, est un résidu du processus d'extraction de l'or. Et au stade où nous sortons les lingots, là, ici, ce n'est pas encore pur. Il n'y a que quelques raffineries dans le monde qui finissent par raffiner définitivement. Et tout ce qui est résidu là, pour pouvoir aller récupérer encore quelques éléments qui restent dans les résidus là, ça demande beaucoup d'investissement. La mine de Sakan veut justement oui, elle veut le place, faire. Et justement, l'État peut le faire. Mais l'État, je dis, est-ce que... Ou bien l'État n'a pas les moyens de la mine? Non, mais je veux dire, si l'État pouvait le faire, le Burkina existe depuis combien de temps? Je veux dire, entre les priorités que nous avons, je veux dire, le rôle de l'État, c'est quoi? Vous demandez des routes, vous demandez ceci, on demande nous, et le peuple demande, c'est légitime. Il y a des missions régaliennes de l'État, et je pense que c'est une des options aussi dans la politique. Un État stratège, c'est celui qui sait mettre en combinaison les forces de tous les secteurs d'activité et tous les acteurs. Je vous ai dit tout à l'heure, on raisonne en centaines de milliards. Moi, je ne suis pas sûr que si on fait un référendum aujourd'hui, pour dire au Burkinabé, tu vas prendre, mettons, 100 milliards, 200 milliards pour aller faire une raffinerie de charbon fin ou continuer à construire des écoles ou autres là. Qu'est-ce que tu fais? Si vous êtes à la place de l'État, qu'est-ce que vous allez faire? On analysera pour voir si ça nous rapporte... Voilà. Et quand on analyse, moi je vous donne la conclusion, on se rend compte que pour le moment... Ce n'est pas une priorité. Actuellement, il y a combien de
de raffineries. Il n'y a que deux sites. Il y a un, je crois, un peu au Ghana, ou bien en Afrique du Sud, et d'autres en Amérique latine. Et puis le reste, c'était au Canada, hein, où les gens ont investi pour pouvoir traiter ces résidus-là, pour pouvoir extraire. Mais quand les gens finissent par dire grossièrement les résidus à des tonnes d'or ou des lingots, là, mais pourquoi on va aller dans ces résidus-là? Enfin, ça c'est d'autres questions techniques. Il y a eu un symposium lors de la dernière Samao. Je ne sais pas, les conclusions sont publiques. Les scientifiques de tout le monde ont eu à expliquer comment le mécanisme de traitement du charbon fait. Je comprends que c'est un domaine complexe, que le citoyen lambda qui rêve d'avoir... Quand tu parles à quelqu'un tous les jours, 2 milliards, alors que son problème là, c'est 1 million. Un jour, j'étais en train d'aller, pour aller, et on m'a annoncé un décès au village. Je sors, j'habite dans un quartier, il y a quelqu'un qui vient à la porte et me dit « Ah, je voudrais vous voir ». J'ai dit « Oh, excusez-moi, si vous pouvez passer parce que je reviens. Hein? On vient de m'annoncer un décès. Il ne me demande même pas c'est quoi le décès. Il dit « Pour moi, ce n'est pas grave. J'ai besoin de 2000 francs. Est-ce que vous pouvez ?» Hein? Ça illustre comment la réalité de chacun est tout à fait relative. Donc, on ne peut pas, dans un secteur où on parle beaucoup en milliards, comme disait le regretté Palais Walté, depuis longtemps, depuis ce matin, on ne parle qu'en millions. Dans un secteur où on ne parle qu'en milliards, je veux dire, le commun des Burkinabés, naturellement, ça le fait rêver. Il s'est dit, mais pourquoi? Et quand on cite les journaux, il y a 300 milliards. Et vous voyez comment on arrive. L'État renonce à ça, et puis il vient pressurer ceci. C'est le genre d'argument qu'on rencontre. Mais enfin, quand vous Pas fondé, à votre avis? Mais je suis un économiste. Je suis un manager. Et je mets au défi quiconque, hein, de dire que c'est à cause de l'évasion qu'on a sur les secteurs miniers aujourd'hui qu'on n'arrive pas à augmenter les capacités. Non. Il y a des débats entre techniciens qu'on peut mener, mais je pense que je ne veux pas distraire votre auditoire avec ça. Okay. Voilà. Alors, le gouvernement vient de procéder récemment à une nouvelle baisse du prix du carburant qui rentre en vigueur bientôt. Donc, il pouvait encore faire mieux, non, selon vous qui avez travaillé dans le secteur? Vous savez, la fable de la fourmi, non? Hein? Il faut le grenier qui... Vous savez, le Burkina, dans le secteur des hydrocarbures, on a été très clairvoyant. Dans le cadre d'assurer la sécurité de l'approvisionnement de notre pays, quand j'étais jeune cadre, toutes les sociétés pétrolières qui existaient ici importaient directement. Ils avaient leurs petits dépôts qu'ils géraient ensemble. Et à un moment donné, pour assurer la sécurité, je crois que c'est du temps de la Révolution, on a créé la SONABI pour assurer les capacités de stockage qui devaient permettre d'avoir au moins 1 mois à 2 mois plus d'autonomie de consommation. Je veux dire, le marché du secteur pétrolier est tel que les cours mondiaux, là, ce n'est pas nous qui les déterminons. Il y a des périodes où le baril est monté jusqu'à 100 $. Actuellement, avec Corona, c'est... Ça a baissé parce que la demande a baissé. C'est la loi de l'offre et de la demande. C'est le b.a.-ba de économie 101. C'est le premier cours d'économie. L'offre et la demande. Non, actuellement, la demande a chuté à cause de la baisse d'activité. L'offre est surabondante. On est arrivé même à peut-être à des coûts négatifs. Parce que quand le coût du stockage est plus important que la valeur que tu tires de la vente du produit, c'est comme si tu vendais le produit à part. Il y a cet aspect-là. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est cette tendance conjoncturelle qui est là. Mais je trouve que pendant la période où les prix étaient très hauts, qu'est-ce que l'État a fait? Qu'est-ce que la SONABI a fait? Regardez la situation de trésorerie. Vous suivez les assemblées générales des sociétés d'État, la dette de l'État vis-à-vis de la SONABI en termes de subventions et autres. Vous pouvez avoir les chiffres, je n'ai pas besoin de les ramener ici sur la table, mais c'est ce qu'on appelle le mécanisme de péréquation. C'est-à-dire un État responsable, pendant la période des vaches grasses, on fait des provisions, et pendant la période des vaches maigres, on ressort un peu. Et donc, il faut pouvoir moduler tout ça. Certainement que si quelqu'un suit en disant que le coût
compte tenu des cours qui est maintenant à 20 ou 25 dollars, par rapport à 60-70 dollars, tu regardes la moyenne, tu dis, ah, le prix devrait baisser de temps. Moi, j'ai été syndicaliste, j'ai tenu ce genre de raisonnement à un moment donné, mais après, quand j'ai regardé la structure des prix, là, j'ai dit vraiment, c'est bon pour, je veux dire, rassembler, pour motiver, galvaniser mais quand on regarde au fond, on dit, est-ce que c'est tenable? Est-ce que c'est durable? Est-ce que vous voulez dire que les syndicats ils ne sont pas sincères? Non, ils font leur rôle. Je dis, chacun a une... Je dis, la répartition dans le monde, la société, là, chacun a un rôle à jouer. Les syndicats, ils ont un rôle très important à jouer. La défense des intérêts matériels et moraux de leurs membres, s'il n'y avait pas ça historiquement, on aurait eu des problèmes. Je vous ai dit. Et ils mobilisent sur la base des faits. Mais sur la base des faits, mais la perception des faits, là. Je veux dire, actuellement, nous, on est face à face, n'est-ce pas? Où se trouve votre droite, où se trouve votre gauche? Hein? Quand je regarde là, surface de vérité, c'est à ma gauche, mais c'est à votre droite. N'est-ce pas? La perception. Vous dites c'est à votre droite, moi je dis c'est à ma gauche. Qui a tort, qui a raison? Nous avons tous les deux raison. Ça dépend de la position. Ça dépend de la perspective. C'est pour ça qu'il vaut mieux, en période difficile, s'asseoir côte à côte et regarder dans la même direction. Vous êtes sûr que vous allez chercher à avoir les bonnes solutions ensemble. Et ça suppose aussi que celui qui est chargé donc d'organiser ce cadre de dialogue aussi soit effectivement dans la disposition de le faire. Parce qu'aujourd'hui, ce que les syndicats reprochent au gouvernement, c'est cela, c'est dire de ne pas être assez ouvert au dialogue. Parce que depuis que vous êtes là, admettons quand même que le cadre de dialogue gouvernement-syndicat ne se tient plus. Encore une question de perception. Ça, c'est le point de vue des syndicats que je respecte énormément. Mais quand j'écoute et quand je vois les efforts qui sont faits du côté du gouvernement, j'ai également une autre son de cloche. Il y a des efforts quand, Plusieurs par exemple, fois, on renvoie l'UTS, par exemple. Le Premier ministre vous a dit dernièrement que toute la négociation est suspendue parce que certaines centrales syndicales ont demandé à revenir pour une autre date. On attend. Je veux dire, il ne faut pas inverser quand même. Il y a un proverbe chez moi qui dit que la rivière ne grimpe pas la colline, hein. Elle descend là. Il ne faut pas inverser le rôle. Et dans un état de droit républicain, les rôles des uns et des autres sont clairement définis. Et aujourd'hui, on ne peut pas... Si un leader syndical veut se mettre à la place du décideur que le peuple a choisi pour donner une orientation, il dit, tant que ce n'est pas sa vision, il n'est pas d'accord, là, la limite entre le syndicalisme et le politique devient très mince. C'est mon opinion. Et comme je vous dis, dans une autre vie, j'ai mené aussi des luttes syndicales. Sur la troisième... Mais est-ce que là, le gouvernement aussi ne fait pas dans la provocation? Quand vous voyez, par exemple, la perspective de reprise des cours, pendant qu'il faut aller vers ça, il y a aussi la question, vous savez qu'avant que le coronavirus ne s'installe, il y avait déjà une forme sociale. C'est l'UTS. À cause de l'UTS. Pendant ce temps, il y a eu l'UTS qu'on n'a pas supprimé. De deux, on a suspendu des salaires, coupé des salaires. Et dans ces conditions-là, on veut reprendre les coûts sans avoir forcément réglé cet aspect des choses. Est-ce que quelque part, vous ne faites pas aussi dans la provocation? Avec un autre camarade et un autre ami dont je tairai le nom sur ce plateau, pendant les années 78 à 79, 80, et on était les deux, on avait des noms parmi les grévistes chaque fois qu'il y avait un mouvement de grève pendant le temps. Et on coupait allègrement nos salaires. Et quand on ne les a pas coupés, nous, on allait revendiquer pour dire, nous, on n'a pas travaillé, il ne faut pas faire quoi. Nous, on a lutté là. Ah, vous revendiquez quand vous coupe? On le disait. Et c'est ça la vision du syndicalisme. Mais là, ils disent que ce sont des coupures illégales, des suspensions illégales. Moi, je veux dire, il y en a qui ont voulu régler ça juridiquement sous une forme que moi, enfin, je me réserve de pouvoir porter un jugement sur l'activité judiciaire, mais si je parle de mes convictions et de mes valeurs en termes de lutte syndicale. Parce que ce soit dans le mouvement estudiantin ou au niveau de la vie professionnelle, chacun d'entre nous, à un moment donné, a eu à se mettre dans le cadre de la lutte pour la défense des intérêts matériels et moraux. Et de ce point de vue-là,
il faut savoir raison garder. Il y a des moments où certaines positions de camouflage politique, et j'assume ce que je dis, amènent parfois à mettre en péril la vie même des organisations syndicales. L'histoire de ce pays regorge de ça. Chaque fois que la frontière entre le syndicalisme et la lutte politique n'est pas respectée, et le sens du discernement nécessaire pour les vrais leaders syndicaux, c'est ça. Quelle est la Vous croyez que nos organisations syndicales portent le manteau du politique? Je ne dis pas qu'elles sont. Moi, écoute, nous avons... je suis très sincère, c'est une espèce de vérité, non? Vous avez dit non? Tout à fait. Je vous dis ma vérité. Et ça n'engage que moi. D'accord. J'ai dit que j'ai une expérience d'engagement social qui m'a amené au syndicat. J'ai appartenu à des organisations politiques. Je sais. Vous connaissez les deux milieux? Je connais les deux milieux comme je connais le privé et le public. J'ai l'avantage d'être un hybride. D'accord. Voilà. Parlons de la vie politique alors, de la vie du votre parti, le Mouvement de paix pour le progrès MPP. De troisième vice-président, vous êtes aujourd'hui le deuxième vice-président du MPP. Pourtant, dans les Hauts-Bassins, votre fief, vous êtes contesté, non? On se souvient, il y a quelque temps déjà, vous avez eu maille à partir avec des militants de base. Je crois qu'il y a même eu par la suite un procès. Bon, ça, c'est des épiphénomènes qui existent dans la vie d'une grande organisation. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un certain nombre... Est-ce que vous êtes en phase aujourd'hui avec votre base dans les Hauts-Bassins? Moi, je n'ai pas... Ma base, moi, je suis vice-président. Mon mandat est national. Je veux dire, mon engagement n'est pas à la conquête d'un fief électoral. Moi, j'ai déjà expliqué à un de vos confrères qu'en revenant dans une part active à l'organisation de la lutte politique, j'avais deux objectifs. Un, me réconcilier avec l'histoire de ce peuple. J'ai été 10 ans en dehors, que vous avez vu dans mon CV, voilà, pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici. Deux, ouvrir des perspectives nouvelles à la nouvelle génération. C'est les deux bases de mon engagement. Je n'ai aucune ambition personnelle de reconquérir. J'ai eu la chance, et ce n'est pas tous les Burkinabés qui l'ont, d'avoir été ministre à l'âge de 33 ans dans ce pays. Mon premier fils aujourd'hui a 40 ans. Donc, de ce point de vue, j'estime qu'après tout ce que ce pays nous a donné à notre génération, notre devoir n'est pas d'aller recommencer à lutter pour des petits fiefs électoraux. C'est voir comment on peut inspirer la nouvelle génération, comment on peut faire autrement. Et il y a nécessairement des incompréhensions. Et j'ai géré dans le public, j'ai géré dans des organisations. La lutte du pouvoir, la lutte de positionnement, si elle n'est pas réglée dans une discipline organisationnelle, avec une formation aux principes élémentaires des règles qui régissent la vie d'une organisation, vous vous retrouvez avec ce genre de dérives où vous avez des gens qui sont instrumentalisés, qui estiment que c'est un tel qui est responsable du fait qu'il n'arrive pas à accéder à telle position. Mais je veux dire, quand vous ne voulez pas vous retrouver à ce genre de polémique, ne rentrez pas dedans. Exactement. Parce qu'on a toujours reproché ça aussi à votre parti, hein? Effectivement, l'indiscipline, entre guillemets, à l'interne parfois, les frondes... Mais parce que c'est un grand parti. C'est très difficile d'ordonner et de coordonner les activités d'un grand nombre. Quand vous êtes 5, comme on disait, des gens dont le nombre n'arrive pas à remplir une cabine téléphonique, bon, pour prendre cette expression, c'est très facile de se mettre en ordre de bataille. Mais quand vous êtes plébiscité comme ce parti-là a été, et parce que ça répondait à une aspiration populaire. Vous êtes témoin de l'histoire récente de ce pays. Oui, mais et vous savez, tu es trahi aujourd'hui, non? Trahi selon la perspective de qui Sincèrement, au sein de vous, quand vous réfléchissez au niveau du MPP aujourd'hui, est-ce que vous ne vous dites pas quelque part qu'on a trahi aussi ces aspirations du peuple burkinabé? Si j'avais un tant soit peu le sentiment qu'on a trahi, je ne serais plus là
devant vous. Je serai là, Konaté Issa Dominique, mais je déclinerai le titre de... Est-ce que vous n'entendez pas cette colère du peuple quand même par rapport à la gouvernance aujourd'hui? J'ai dit, j'entends l'insatisfaction et l'impatience de ce peuple-là, et je le comprends par rapport à ses aspirations, à ce qu'on hâte le pas, à ce qu'on fasse mieux, parce qu'il y a beaucoup à faire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la trahison dont vous parlez, c'est un mot très fort. Parce que dire que les dirigeants actuels ont trahi, c'est ce que pense un bon nombre d'insurgés. Hein? Les insurgés, je faisais partie des insurgés. Je vous ai dit pourquoi je suis revenu. Vous lisez mon CV. J'ai quitté les fonctions de directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du centre d'un des plus grands bureaux d'études qui faisait 1200 ingénieurs. Pour venir parce que j'estimais qu'à cette phase de ce pays, compte tenu du tournant dangereux qu'il y avait, notre génération qui avait été mêlée à des phases critiques et qui avons été de près ou de loin menés à l'avènement au début d'un certain régime, compte tenu de la dérive, il fallait s'engager. Venir réparer ce que vous avez été... Mais ce n'est pas une affaire de réparer. À la base. C'est contribuer. Non, je veux dire, il y a des moments. Je ne veux pas revenir sur ma petite histoire personnelle. Mais je veux dire, il y a des moments où un homme, tu choisis. Soit le courant est trop fort et tu te mets en réserve, soit à un moment donné, tu te dis, il est temps, les conditions sont réunies pour que j'apporte une contribution qui peut faire avancer les choses. On est dans cette perspective. Moi, je suis dans cette perspective. Et le jour où je m'aperçois qu'on a fondamentalement trahi, comme je l'ai déjà fait, on me demandez-vous, en 89, quand j'ai quitté le gouvernement, après, mon premier, c'est quand on a créé le DPMT à l'époque. Et moi, je faisais partie de quelques personnes qui ont dit, je ne veux pas aller dans un cadre régenté, un parti militariste, je ne suis pas dedans. J'ai quitté, on nous a sortis du gouvernement pour ça. Quand il va arriver le moment où, avec le renouveau démocratique, il y a eu, nous étions toujours du cadre général. On refuse, il faut avoir le courage de quitter certaines fonctions quand vous n'êtes pas d'accord. Moi, personnellement, ça fait partie de mes options en tant que tel. Donc, le jour où je serai convaincu qu'on a trahi là, je serai le premier à vous dire, écoutez, je ne suis plus dedans. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, le MPP est mal représenté au gouvernement aujourd'hui? Comment mal représenté? Il y a trop de gens venus d'ailleurs qui... Ailleurs, c'est où? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des militants. Est-ce que c'est des extraterrestres qu'on a amenés? Ben, au sein de votre parti, il y a cette grogne quand même, il ne faut pas le nier. Mais quand vous écoutez des gens comme le docteur Émile Paré, ils vous disent il y a des gens qui n'ont pas mouillé le maillot, mais qui se retrouvent là, et ce n'est pas juste. Je connais le jeune frère Émile Paré, je connais son style, je sais que c'est un tempérament bouillant. Il a, je lui reconnais, l'honnêteté d'avoir le courage de ses opinions. Mais ce n'est pas parce que tu crées une opinion très fortement qu'elle est nécessairement majoritaire. Hein? Je pense qu'il faut voir comment. Et je reconnais ça. Il est tout à fait à l'aise, on est à l'aise avec ça. Il dit certaines vérités parfois, hein, qui amènent tout simplement. Vous savez, la mouche du coche, ou bien il faut des gens qui font l'alerte. Attention, si... Bon, en même temps, c'est un message à la fois interne et externe. Je veux dire, tout le monde n'est pas obligé pour servir ces pays-là de porter un habit politique très fort. Je veux dire, moi je distingue les militants d'un parti du corps électoral qui soutient les programmes d'un parti. C'est peut-être un peu conceptuel, mais je crois que de ce point de vue-là, si on dit... Ça ne vous pose pas un problème, hein? Moi, le fait... Cette configuration... Vous m'avez demandé au départ, les Burkinabés de la diaspora, là, les expertises burkinabés dans le monde. Je vous prends au mot. D'accord. Comment on fait pour les utiliser dans ce pays-là? Si nous, ceux qui ont été dans le cadre du parti,
disent, bon, écoute, tant que ce n'est pas nous, là, les militants de la première heure, si c'est pas, tant que ce n'est pas moi, mais écoutez, c'est pour ça que moi, personnellement, je dis, je ne revendique rien, je ne veux rien. Et pourtant, vous avez été pressenti pour être au poste de Premier ministre. Ça, c'est vous, les médias. Moi, chaque fois, vous allez me payer des droits, de tirage. Hein, parce que là, chaque fois qu'il y a quelque chose... Alors, vous n'avez pas été approché. Chacun me voit midi devant sa porte. Pour ce poste de chef du gouvernement? Si j'ai été approché, oui. Ça change quoi? Ça changerait quoi? Non, là, cette fois-ci, c'est vous qui avez toujours spéculé. Les médias, dans les réseaux sociaux, on fait des classements. C'est qu'on a entendu que tout était bien parti, mais en qu'est-ce qui a gâté, il y a eu Salif Diallo qui se serait opposé. Bon, voilà. J'en apprends de tous les jours et c'est dramatique. Hein? D'aucuns disent, alors, Salif Diallo, c'était le bon petit de Konaté, c'est lui qui était ceci, et ainsi de suite. On entend de tout. Entre-temps, il y aurait eu quelques soucis pendant la campagne, parce que vous gérez la campagne dans la région des Hauts-Bassins. Des soucis entre qui? Ça a brouillé vos rapports avec Salif Diallo? Alors là, vous êtes très mal renseigné. Je vais vous le dire tout de go. Oui. Il n'y a jamais eu l'ombre d'un moindre doute dans les relations entre Salif Diallo et moi. Ah, j'ai eu le privilège, hein, bien que son aîné, de connaître Salif depuis qu'il était étudiant. Et quand il a fini son SND, il est venu. Et j'ai eu des relations très proches avec lui. Jusqu'à ce que la mort, on ne sait pas. À un moment donné, nos itinéraires se sont séparés, conjoncturellement. Quand j'ai quitté le gouvernement en 89, et ainsi de suite. Mais les relations sociales là n'ont jamais été détériorées. La preuve, mon dernier fils, c'était lui avec notre ami Abdoulaye Batili du Sénégal qui était à son mariage ici, à tout ça. Donc, je veux dire, il y a les relations sociales, ça c'est autre chose. Les relations politiques on peut avoir des nuances d'appréciation à un moment donné, on peut avoir même des antagonismes à un moment donné, mais l'important c'est de pouvoir avoir une perspective. Voilà. Donc, ceux qui racontent que Salif Diallo et moi, ils étaient ceci là, vraiment, ils ont tiré à côté, quoi. Passez-moi l'expression. Mais il faudra un dernier remaniement, non, à votre avis, pour aller aux élections? Une équipe purement politique, une équipe de combat? Dites-moi, qu'est-ce qui justifie ça? Dans votre entendement, c'est à partir de votre analyse que vous arrivez à ça? Non, je sais qu'au sein de votre parti aussi, il y en a qui pensent qu'il le faut, si on veut gagner les élections. Si on veut gagner les élections, le parti doit se mettre en ordre de bataille. Il doit mobiliser toutes ses structures et toutes ses ressources pour aller. C'est pas, je veux dire, l'exécutif là. On a dit le rôle de l'exécutif, c'est de continuer à servir tous les Burkinabés. Le parti politique, lui, il a un engagement partisan. Et il va à la conquête de l'électorat. Moi, je pense que autant avoir des militants dans des positions visibles, ça aide. Autant aujourd'hui, si on veut gagner des élections là, moi, je ne suis pas au gouvernement, mais ça ne m'empêche pas de m'investir pour que le parti puisse bâtir. C'est un résultat collectif qu'il faut pouvoir défendre. Un programme et une mobilisation collective. Ok. Alors, aujourd'hui, vous croyez véritablement un deuxième mandat de Roch Kaboré au regard de la situation, du bilan, avec aujourd'hui ce qu'on vit, la crise sanitaire, la crise sécuritaire? Vous croyez véritablement un deuxième mandat? Est-ce que c'est Roch qui a créé la crise sécuritaire? Est-ce que c'est Roch qui a créé le Covid-19? C'est son rôle de gérer. Non, mais oui, c'est le rôle. Je veux dire, le pays fait face à ça. Comment tout ça s'est géré? Ça, c'est la vraie question. Hein? Et c'est une gestion décriée quand même. Mais naturellement, tout est... Donnez-moi un seul pays dans ce monde-là, un seul dirigeant qui n'est pas critiqué pour la manière de faire face à la gestion de ce... Parce que personne n'était préparé à ça. Je n'en connais pas. Objectivement, si vous en connaissez, levez. Et dites-moi, pour que j'aille m'inspirer là-bas. Dites-moi. Je n'ai pas vu ça. Donc, je veux dire, c'est trop facile d'aller aux conclusions rapides. La situation est difficile. Quand même, elle est difficile. Je prends pour la sous-région, oui. on cite par exemple le Bénin en exemple. Qu'elle a fait quoi?
qui a su avoir une approche différente, parce que nous, on estime qu'on a trop calqué notre approche. Qu'est-ce qui est différent sur l'approche Quelle est l'approche de la France, par exemple? En quoi l'approche du Bénin est différente? Et on n'a pas forcément, on n'est pas allé à des confinements, on n'a pas allé à des mesures restrictives aussi drastiques. Est-ce que nous avons fait des confinements? On a fait des mises en quarantaine, n'est-ce pas? Le Bénin n'a pas fait. Mais parce que le Bénin n'a pas les mêmes conditions que le Burkina. Attendez, et justement, c'est vous qui voulez qu'on fasse des copies and paste, c'est-à-dire copier et puis coller là. Est-ce qu'on a tropicalisé? Ce qu'on fait là, on a qu'est-ce qu'on ne fait pas? C'est ce qui se fait en France qu'on reproduit. Comment ça? En France, les gens ont eu une interdiction de sortir là. J'ai un enfant qui est là-bas. Et je sais, j'ai des relations là-bas. J'ai des partenaires qui sont là-bas. Je sais dans quelles conditions ils vivent. Au Burkina, on n'a pas fait ça. Deuxièmement, c'est qu'il y a. Chaque peuple a son dispositif. Le Burkina, dans son dispositif sanitaire, on sait, face aux autres problèmes qu'on a, il y a des faiblesses qu'on peut décrier. Est-ce que c'est le fruit d'une journée? Je veux dire, si c'était si facile que ça, qu'est-ce que les autres qui étaient là avant et depuis l'indépendance, là, le nombre d'hôpitaux et le nombre de lits, là, où on en est? Mais regardez par contre en termes de bilan, pour parler bilan, qu'est-ce qu'il y a eu de positif? Le nombre de ces espèces qui ont été faites. Et un certain nombre d'éléments, moi j'estime. Le bilan, il est bon? J'estime que dans les conditions de temps et les circonstances auxquelles on a été soumis, le bilan est bon. Et que, naturellement, il y a des marges d'amélioration. Et je suis sûr qu'on aurait fait beaucoup mieux si on n'avait pas eu justement ces fléaux terroristes qui a diverti pas mal de ressources. Et deuxièmement, c'est cette pandémie aujourd'hui qui fait qu'on est obligé de réaligner. Et aujourd'hui, le débat, c'est même plus ensemble de comment on réfléchit collectivement pour changer nos habitudes, pour changer nos manières de faire. Avec parce que le leadership, quand même. Le leadership, là, c'est pas de faire du bruit. Moi, ce n'est pas ma conception du leadership. Le leadership, c'est quelqu'un qui analyse une situation, qui voit les tendances, qui voit les causes profondes et qui s'attaque aux racines du mal. Le remède peut ne pas être bon. Les gens peuvent ne pas l'apprécier tout de suite. Mais quand vous êtes convaincu que ça soit là, vous y allez patiemment. Aujourd'hui, je m'excuse, c'est une question importante. Tout le monde est en train de réfléchir sur le nouveau paradigme, comment le monde va être géré, comment l'organisation même de la production va se faire, comment, je veux dire, avec le confinement, là, je veux dire, ou bien le fait qu'on reste dans la maison, qu'on ne peut pas, l'éloignement, on ne peut pas être trop proche, dans les bureaux, tout ce qu'il y a comme effort de modernisation. Les gens qui ont l'habitude de mettre les dossiers sous le coude, avec les droits, on lutte contre la corruption, là. C'est parce que tout est matériel. Quand c'est dans les pays où c'est des matériels, j'étais dernièrement au Canada. Pour les passeports, les visas, tu ne vois plus personne. Tu vas à la machine, là. C'est quand tu as rempli, là, ton application. Dès que tu vas, tu mets ton visa dans les machines, là, tu ne vois personne. Est-ce que tu vas aller glisser un billet dans... Donc, on doit aller vers cet effort de modernisation. Le numérique, la révolution numérique, le Burkina doit saisir ça au bon. Et ça passe par l'administration. Il y a certaines choses qu'on doit changer. Malheureusement, les résistances au changement, là, c'est lié au fait justement que ça crée des niches que les gens peuvent exploiter et pour des choses pas toujours honnêtes. Voilà, je le dis tout de go. Merci. Voilà. On va dire la vérité. Voilà. Merci. Voilà. Merci d'être passé dans le surface de vérité ce soir. On est en fin d'émission. Ah, moi déjà? Déjà. Ah, ça passe vite. Déjà, oui. Bah, écoute, on va continuer ça après. Voilà. Merci encore. Monsieur Issa Dominique Konaté, deuxième vice-président du MPP, conseiller spécial du président chargé de l'énergie, des mines et des carrières, ancien ministre du Burkina Faso, ministre des Relations extérieures entre 1991 et 1992, ministre chargé des PME et de l'artisanat. En 1991, il est ministre des Transports et de la Communication entre 1987 et 1989. Merci encore d'être passé dans le fauteuil blanc. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Ça sera tout donc pour ce numéro de Surface de Vérité. Merci de l'avoir suivi. Excellent sur le programme sur notre chaîne. Bonsoir.